McKinsey aux États-Unis est vraiment impliqué déjà, enfin depuis quelques années, dans des véritables scandales, dans le Absolument. scandale des opioïdes. Ils ont été condamnés. Exactement. Donc on fait confiance. Non seulement on fait confiance, hein, on paye à prix d'or des personnes qui ont déjà été condamnées par le passé. C'est une façon d'introduire peut-être notre invitée, Christine Coton. Alors, on va voir si la technique fonctionne. Alors, Est-ce que la technique... Ah voilà, on voit voilà. Christine à l'image. Alors, moi, je n'entends rien, mais est-ce que c'est normal qu'on n'entende pas Christine? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir Christine. Très Bonsoir. heureuse de vous accueillir. Je suis vraiment... alors, je sais qu'actuellement, vous êtes très, très demandée. Je sais que votre soirée se prolongera tout à l'heure auprès du Conseil scientifique indépendant, ou peut-être que vous rentrerez dans des choses plus techniques que maintenant. Aujourd'hui, là, en ce moment-là, on s'adresse à un grand public. Donc, je vous demande juste voilà, de rester extrêmement didactique hein, dans ce que vous allez nous présenter. Je suis très fière vraiment que vous ayez accepté d'être cet invité parce que vous avez fait un travail absolument remarquable qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais ce que j'aimerais que les citoyens comprennent, c'est que vous avez vraiment toute cette légitimité pour avoir fait ce travail. Alors peut-être en quelques minutes, vous pouvez peut-être déjà vous présenter et puis en plus, donc ensuite, nous allons rentrer complètement dans ce rapport qui est quand même absolument incroyable dans ses conclusions et qui nous permet là ce soir de poser énormément de questions et j'espère qu'un jour, il y aura toutes les réponses. C'est à vous, Christine. Oui, alors, moi j'ai donc été biostatisticienne pendant 23 ans. J'ai monté ma société à 26 ans. C'est ce qu'on appelle une CRO, Clinical Research Organization, donc c'est le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique. C'est celui qui va gérer, qui va travailler pour le service biométrie, donc vraiment dans les essais cliniques. Bon, j'ai fait aussi des enquêtes observationnelles, des études en vie réelle, etc. Mais vraiment, moi, ma préférence, elle va à l'essai clinique. Donc j'ai travaillé pour énormément de laboratoires, parce que quand on est sous-traitant, on travaille pour plusieurs clients, et dans des domaines très très diversifiés, des domaines la dermato, la cancérologie, enfin des tas de choses très très différentes. Et donc le métier de biostatisticien, c'est un métier de rigueur, de précision, parce qu'on est en charge vraiment, on est le garant de la méthodologie d'un essai clinique. C'est le biostatisticien qui fait le calcul du nombre de sujets à inclure dans un essai pour démontrer, par exemple, l'efficacité. C'est pas un médecin. Les hypothèses médicales vont être proposées par le médecin, mais c'est le biostatisticien qui fait le calcul. Et vous pensez bien qu'on n'a pas intérêt à se tromper. Alors, une fois que l'essai est en route, on a des activités qu'on appelle le data management, où on va recueillir les données. C'est une activité qu'on gérait aussi dans ma société. On va aller vérifier les données sur le site pour voir que les gens qui nous reportent les données, donc le site, c'est la structure médicale, ça peut être une clinique, un hôpital, qui va recruter les patients. Et donc, c'est une activité qu'on appelle de monitoring, d'aller regarder ces données-là et de voir si elles sont conformes. Et derrière, c'est le statisticien à la fin qui va encore faire les analyses. Donc, tout tableau qui se trouve dans un rapport d'essai clinique, il est fait par un biostatisticien. Donc, c'est pour ça que depuis le début, on voit beaucoup de médecins parler de tout ça, mais les médecins, dans ce qui concerne les essais cliniques, enfin vraiment dans la partie analyse, ils se contentent de récupérer les tableaux et souvent ils nous appellent parce qu'ils ne sont pas capables de les lire. Oui, mais alors Voilà. justement, oui, c'est vrai que je dis, enfin, en médecine, quand on fait des études de médecine, on n'a en effet pas du tout cette qualification-là
pour être en capacité, et je sais que vous êtes une experte des tableaux avec des milliers de lignes de chiffres, mais c'est vrai que nous, les médecins, on aime bien quand les conclusions sont déjà avancées. Alors, une question, parce que c'est important de le dire, les médecins qui étaient sur les plateaux sont bardés, non pas de diplôme, mais de conflits d'intérêts. Qu'en est-il pour vous? Ah oui, alors moi, j'ai pas de conflit d'intérêt parce que je travaille gratuitement. Donc, comme ça règle le problème, on va dire. En effet, en effet. Alors, moi, j'avais quand même plusieurs questions parce que j'ai lu avec attention ce rapport qui est absolument remarquable, hein, extrêmement fouillé. Et comme vous venez de le dire, moi, je suis médecin. J'ai tout de suite, alors, j'ai pas tout de suite été aux conclusions, mais en tout cas, les conclusions sont incroyables. Et on a vraiment enfin, ce qu'on comprend, c'est que Pfizer n'a pas du tout agi de façon, que je vais dire, académique, hein, et selon les méthodes qui normalement doivent être utilisées pour avoir, on va dire, une qualité nécessaire et suffisante, mais pour après être tranquille, se dire qu'on commercialise un produit. Là, le produit en question, c'est un vaccin. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, dans vos conclusions, vous posez des questions? Est-ce que ce vaccin doit être continué à être donné à la population mondiale? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, pour le moment, avoir un moratoire sur cette vaccination? Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe? Alors, pour résumer, donc on nous parle toujours sur les plateaux effectivement de rapport bénéfice-risque. Alors du coup, le bénéfice c'est quoi? Donc c'est l'efficacité et c'est l'immunogénicité. Donc la protection. Le risque c'est la tolérance, c'est mesuré par la tolérance et ce sont les effets indésirables. Donc dans l'efficacité, dans le rapport, on mesure ça sur la base des critères d'efficacité. Et notamment les fameux 95% dont on entend parler depuis un an, ils viennent d'un calcul sur le critère principal qui est donc une première apparition de Covid symptomatique à partir de 7 jours après la dose 2, confirmée par test PCR. Alors, sur ce critère-là, les problèmes qu'on a, c'est que c'est le participant lui-même qui doit reporter les symptômes au laboratoire. C'est-à-dire, donc, pour se remettre en situation, on a donc des gens qui rentrent dans l'essai clinique, ils sont vaccinés une fois, ils reviennent 21 jours après, ils sont vaccinés une deuxième fois. Et c'est à eux, après, d'appeler leur centre, celui qui l'a recruté, pour signaler qu'il est malade. Donc là, il y a tout un tas de problèmes qui se posent par rapport à ça. Il y a la non-réponse du centre éventuellement, et on sait que ça, c'est arrivé puisqu'on l'a dans la fameuse affaire Ventavia, où ne serait-ce que dans 3 centres, on nous dit qu'il y a des cas qui n'ont pas été testés. On le sait aussi parce qu'on a un déséquilibre. Pourquoi? En fait, je sais que j'ai des problèmes parce que j'ai des déséquilibres sur certains paramètres en fonction, par exemple, du nombre de tests PCR confirmés. Si j'ai des patients malades, tous ne font pas derrière un test PCR. Alors ça, c'est pas gênant, ça, c'est pas un déséquilibre. Là où je vois... Voilà, là où je vois j'aimerais vous poser une question pour être sûr de bien comprendre, hein. Donc, on a des personnes qui, dans l'essai clinique, ont eu ces 2 doses de vaccin. Ils sont tranquillement chez eux, si je puis dire. Et c'est à eux-mêmes de décider s'ils signalent ou pas un effet bizarre. Alors après, eux, ils savent pas trop, hein. Ils ont peut-être de la température, ils ont peut-être, voilà, ils se sentent fatigués, ils ont peut-être mal quelque part. Et est-ce qu'ils ont une grille? Est-ce qu'ils avaient une grille très claire? Oui, alors ils ont une liste de symptômes qu'ils doivent signaler. Et quand on regarde cette liste, il y a un certain nombre de symptômes, frissons, fièvre, diarrhée, vomissement, qui sont aussi des réactions au vaccin. D'accord. Donc, quand il appelle le centre, le médecin n'est pas capable de lui dire si c'est éventuellement des symptômes de Covid ou de réaction au vaccin. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on lui dit, ben, faites un test.
Mais si on ne lui fait pas faire de test, pas de symptômes, enfin pas de test, pas de Covid. Et une autre question, si la personne, parce qu'elle ne se sent pas très bien, elle prend un antalgique ou un antipyrétique pour enlever la douleur ou la fièvre, comment ça peut être interprété? Ça, c'est quelque chose qui fausse Alors, aussi les... voilà. Alors, justement, sur ce critère-là, on a un problème parce que si on avait tous les participants, si on avait une même proportion de participants qui prennent des antipyrétiques, on n'aurait pas ce qu'on appelle un déséquilibre et donc un biais qui vise, enfin, qui va fausser mon évaluation de l'efficacité. C'est dès l'instant où j'ai des déséquilibres de comportement entre les groupes de traitement que j'ai un problème. Et là, on sait que dans le groupe vaccin, on a à peu près 3-4 fois plus de gens qui ont pris un antipyrétique. Donc ça supprime des symptômes. Si je supprime des symptômes, derrière, je n'ai pas de test. Donc pas de test, pas de Covid. C'est-à-dire que quand je calcule mes 95-15%, j'ai un nombre de cas Covid dans le groupe vaccin qui est forcément erroné. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que ces biais-là, on sait que ces vaccins ont été fabriqués extrêmement vite, c'est d'ailleurs la première fois où on a des vaccins qui sont mis sur le marché, alors avec cette autorisation d'urgence, temporaire d'urgence. On n'a jamais, je crois, de l'histoire médicale fabriqué un vaccin aussi rapidement. Donc forcément, tous ces biais n'ont pas pu être analysés. Alors, les biais, en fait, ils faussent le résultat. Donc, j'ai des biais qui faussent mon résultat d'efficacité, c'est-à-dire que mon 95, il est questionnable du point de vue de sa fiabilité. Là, pour moi, ce 95, il n'est pas fiable. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas eu quand même une efficacité prouvée, puisqu'au-dessus de 50, il était mis sur le marché. Mais dans tous les cas, ce n'est pas 95. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, finalement? Est-ce que ça a l'air d'être 95? Clairement pas. Ensuite, mon deuxième gros problème, c'est mon dosage des anticorps. Puisqu'au moment où ce vaccin arrive sur le marché, la durée de la protection, finalement, on ne la connaît pas. Et on ne risque pas de la connaître au-delà de 3 mois, puisque c'est la durée pendant laquelle ont été suivis les participants. C'est 3 mois maximum pour avoir des résultats. Et ça aussi, Christine, c'est complètement incroyable. Parce que mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Habituellement, les personnes dans un essai sont suivies beaucoup plus longtemps. Alors, ils sont censés être suivis 24 mois et c'est courant qu'on ait des analyses intermédiaires. Mais qu'on ait des analyses intermédiaires si rapides qui donnent lieu à la mise sur le marché d'un produit qui a fait l'objet d'un développement accéléré. On a commencé la phase 2, on n'avait pas fini la 1, on a commencé la 3, on n'avait pas fini la 2. On n'a pas tout à fait fini finalement les phases précliniques sur les animaux. Mais non, ça, c'est clairement du jamais vu. Alors, ce qui me pose en plus un très très gros problème, c'est que je n'ai pas de mesure du dosage des anticorps à 3 mois, par exemple, ou 4 mois après la dose 2. Et donc, c'est fortement problématique parce que si on en avait vu un, on aurait déjà vu la baisse des anticorps. Il n'aurait pas fallu attendre, je ne sais plus, septembre 2021 pour se dire, ça y est, ça baisse, il nous faut un booster. Si on avait attendu 4-5 mois pour analyser, qu'on ait eu un dosage à ce moment-là, ça tombe bien, le dosage, on ne l'a pas. Donc, on ne risquait pas de voir que ça baissait avant puisqu'on ne l'avait pas fait. Et alors, ça, Christine, je me permets de vous interrompre, ça c'est un argument vraiment de choc. Et à plusieurs reprises, j'ai mis vraiment en mauvaise posture, mais presque, c'était pas volontaire, mais le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale, parce que moi je suis médecin basique, et voilà, quand on est malade, on regarde les anticorps, quand on a eu un vaccin, on dose les anticorps, et on regarde s'il faut un rappel, etc. Et là, quand j'ai parlé de sérologie, quand j'ai évoqué cette question, quand il n'a pas la réponse, il se fâche, le ministre, et c'est ça. Enfin bref, il a jamais répondu à cette question, mais je comprends mieux maintenant par rapport à ce que vous êtes en train de nous expliquer. Voilà, donc de toute façon, on ne pouvait pas conclure à une durée de protection de plus de 3 mois puisqu'on avait analysé 3 mois. Donc déjà, l'affaire était réglée. Alors après, en ce qui concerne les risques, et là c'est là aussi on est très très ennuyé, c'est que donc cette durée de 3 mois, c'est une durée de 3 mois, c'est-à-dire que quand on nous dit qu'il n'y a pas de problème de tolérance, il n'y a pas de gros problème de tolérance effectivement dans les études, à part quand même, je vais y revenir après, sur les 3 mois, sur la première population des plus de 16 ans, on n'a pas de gros problème de tolérance. Mais alors ce qu'on sait après sur les autres,
c'est qu'on a des tailles d'échantillons très petits sur les enfants de 12-15, les ados, et j'ai un rapport en octobre 2021 sur les 5-11. Et là, on me dit clairement que la taille d'échantillon est trop petite pour détecter des cas de myocardite. Donc ça veut dire que j'ai une taille d'échantillon trop petite pour détecter des effets graves. Alors ça, c'est courant. Je peux avoir des tailles d'échantillons petites pour détecter des effets graves. Et c'est pour ça que du coup, il faut d'autant plus suivre après les patients à qui on va donner un médicament, par exemple, sur lequel on aurait eu ce problème. Mais c'est qu'en plus là, dans l'essai des 12-15, on a la fameuse affaire Madi de Garay. Et Madi de Garay, c'est un cas grave qui est finalement une invalidité, hein, puisque la petite, elle a participé à cet essai, elle a eu 35 effets indésirables, elle est sur une chaise roulante, elle est alimentée par son gastrique, et cet effet indésirable, il n'est pas dans le rapport clinique. Et il faut quand même dire que cette petite fille était en parfaite santé avant d'avoir eu cette injection. Forcément, sinon il ne l'aurait pas inclus dans l'essai. C'est terrible, c'est absolument terrible. Et donc là, vous êtes en train de nous expliquer que comme elle commençait à avoir des effets secondaires, ils l'ont sortie de l'étude. Alors, ils l'ont sorti, oui, mais en fait, là, cette affaire, on la connaît pourquoi? Parce qu'il y a une commission plus ou moins sénatoriale aux États-Unis, enfin, c'est le sénateur Ron Johnson qui fait un recueil des faits indésirables, parce que il y en a de plus en plus, donc les gens ne savent plus vers qui se tourner, et donc c'est ce sénateur qui donne la parole aux victimes, on va dire, dont personne ne se soucie, et qu'on essaie plus ou moins vainement de faire taire. Et alors c'est fortement problématique, parce que du coup, ça veut dire que sur environ 2300 patients, j'ai une invalidité qui n'est pas comptée dans le rapport. Donc après, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est parfaitement bien toléré, qu'il n'y a aucun problème. Alors ça, c'est pareil. Si je reprends ma durée de la protection, qu'est-ce qu'on nous avait dit? On nous avait trop rien dit, puisqu'on ne savait pas. Eh bien, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, la protection, elle dure 4 mois. Ça veut dire que tous les 4 mois, j'ai droit à une petite piqûre. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'était déjà prévu. Enfin, c'est-à-dire que dans l'étude, c'est ça que j'ai cru comprendre, hein, en lisant le rapport, qu'ils avaient dès le départ déjà prévu les boosters, hein, les rappels, etc. Exactement, c'est-à-dire dans l'avis de la HAS de décembre 2020, on nous dit déjà que Pfizer étudie des boosters. Ah ben ça tombe bien, puisque comme le dosage des anticorps est diminué, heureusement qu'ils ont pensé à étudier des boosters. Ça leur fait gagner du temps pour pouvoir le mettre sur le marché. Bon, alors donc c'est vrai que quand on voit ça, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Et le problème qu'il y a, c'est que sur ces événements indésirables aujourd'hui, puisqu'on veut vacciner les enfants, etc., il y a une forte... Mais là, la problématique, c'est que on ne sait pas trop, à moyen long terme, qu'est-ce que ça peut donner, puisque ce n'est pas observé pendant l'étude. Bien sûr. Et alors une question, parce que combien de fois j'ai entendu le ministre qui disait si vous vous faites vacciner, de toute façon, ça diminue, ça réduit fois 13. Alors il y avait des chiffres qui sortaient, je ne sais, la transmission, etc. Donc, mais est-ce que ça, vous en avez trouvé trace dans... Ah non, mais alors en plus, les vaccins ne sont pas faits pour freiner la transmission. Ça n'existe pas. Toute personne qui vous dit ça freine la transmission, c'est de la communication totalement erronée. D'ailleurs, la HAS le dit, la NSM le dit. Il n'y a pas d'étude de la transmission dans ces essais. Ça freine, enfin ça diminue le nombre de cas Covid symptomatiques confirmés par test PCR, point barre. Et pas autre chose, mais nullement la transmission, ça n'existe pas. Donc ça, ça n'existe pas. Voilà, alors bon. Donc, enfin, là, on est face, alors vous êtes en train, dans ce rapport... Alors, attendez, pardon, Martine, si je peux me permettre. Mais donc, bien sûr que c'est... C'est x13 et tout ça, ce sont des études en vie réelle. Oui. Et ces études en vie réelle, elles sont faites par rapport à des méthodologies. Donc là, ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui regardent ma vidéo YouTube, vraiment la plus longue d'explication sur tout ça, avec tous les tableaux, les extraits des rapports, les liens, etc. Parce que moi, je documente tout. Hein, j'aime pas, voilà, ça, c'est les statisticiens, ce sont des gens qui sont précis.
Donc, Un peu obsessionnel même, hein. Ça c'est la psychiatre qui vous parle, mais il y a le côté... moi je trouve ça rassurant, le côté obsessionnel, au moins on est sûr. Enfin, si vous aviez pu collaborer au sens noble du terme avec Pfizer, on n'en serait pas là, parce que là vous auriez dit, mais il faut tout arrêter là, parce que... je suis sûre que certains ont dû faire des mails pour dire qu'il y avait des problèmes. Ça, moi, j'en suis à peu près certaine, parce que justement, ce rôle de statisticien, c'est une très grosse responsabilité. Puisque si on se trompe dans nos calculs et que ça vient de par nos conclusions erronées, on arrive à mettre quelque chose sur le marché qui n'aurait pas dû l'être parce qu'on n'a pas bien analysé, que ce soit en termes d'efficacité ou de tolérance, mais c'est très très grave. Donc moi j'avais des assurances de responsabilité civile, enfin c'est un métier voilà, qui est très, très précis, et on se vérifie, on se valide à plusieurs, voilà, et c'est très, normalement il y a un niveau de qualité qui est très élevé, ce qu'il n'y a pas du tout dans ces essais-là. Alors pourquoi on a vraiment ces études en vie réelle, il faut aussi les prendre avec précaution, c'est qu'on ne connaît pas la méthodologie. C'est-à-dire pour savoir ce que vaut ce x13, il faut aller décortiquer la méthodologie, comment ça a été fait, quels sont les seuils fixés. Parce que par exemple, si je prends les données du CDC, par exemple, le Center Disease Control aux États-Unis, qui est donc l'autorité de santé qui regarde, qui est censée regarder les signaux, c'est-à-dire les problèmes de tolérance qui apparaissent en vie réelle. Il ne les compte que sur 21 jours après chaque dose. Donc, pourquoi pas 3 jours? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 60? Donc il y a des seuils, et ces seuils on les retrouve partout. C'est-à-dire qu'en changeant ces seuils, ben, je ne vais pas du tout avoir les mêmes résultats. C'est pour ça que c'est très important de connaître les méthodos, parce que ce truc qui m'annonce moi x13, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas regardé, je ne sais pas quelle est la méthodologie. Mais si par exemple c'est un peu du genre comme ça avec des seuils, peut-être que ça compte sur, je ne sais pas, moi, 23 jours, 25, et que ça ne compte pas le reste. Donc, ça n'a une valeur. Il faut bien que les gens comprennent, les choses, elles ont une valeur que dès l'instant où on a explicité la méthodologie qui est étudiée. Sinon, ça ne vaut rien. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de le comprendre. C'est pas que ça ne vaut rien, c'est qu'on n'est pas capable de comprendre ce résultat. Bien sûr, et donc on ne peut avoir que des doutes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a aucune transparence et aucune précision quand on pose des questions, etc., c'est ce que je disais tout à l'heure sur la non-transparence du gouvernement français. Et là, on est face à quelque chose qui ne peut que nous inquiéter. Parce que déjà, enfin, moi en tant que parlementaire, on m'écrit tous les jours les citoyens pour décrire les effets secondaires qu'ils subissent après la vaccination. Alors il y a ceux qui aujourd'hui ne veulent pas du tout et ne feront pas du tout le booster parce qu'ils ont déjà subi des effets secondaires pour certains graves. Là, j'ai justement, il y a un préprint qui est sorti que j'ai partagé sur mon Twitter, qui a été partagé par le docteur Alice Desbioles. Et ce préprint, il dit que le booster n'a strictement aucun effet en dessous de 80 ans. Donc ça, c'est une publi de Santé publique France. D'accord, de Santé publique France. Voilà, donc tous ceux qui hésitent à faire le booster, CF Santé publique France, les amis. D'accord, donc Santé publique France des juges, ou en tout cas apporte des éléments sur lesquels nous aimerions tous que le ministre Véran puisse s'inspirer pour nous dire, c'est plus la peine d'aller faire le booster, et surtout votre passe vaccinal qui déjà n'est plus, vous le savez, je le dénonce, n'est pas un outil sanitaire, mais n'est devenu qu'un outil politique. Donc là, on a toutes les preuves, en effet, et ce préprint est très intéressant. J'irai voir sur votre page Twitter, parce que j'ai pas encore été le lire, mais c'est vraiment un élément très, très important. Donc, oui, alors sur ma page Twitter, là, vous verrez que Coralie Dubost m'accuse de faire courir des risques à des femmes enceintes parce que j'ai eu le malheur de partager la notice Comirnaty, n'est-ce pas, que les gens demandent, puisque là, du coup, ils me demandent les documents sources, donc je les fournis. Et malheureusement, il y a écrit qu'on ne vaccine les femmes enceintes que si les bénéfices sont supérieurs aux risques. Et ça, c'est à l'estimation par rapport, c'est une estimation qui est individuelle. C'est au médecin individuellement, donc il n'y a pas
Voilà, et donc je suis accusée de mettre en danger la vie des femmes enceintes. Non, et par contre, voilà, mais écoutez, en tout cas, je pense qu'elle n'a pas été voir ni écouter, parce que vous n'êtes pas, d'abord, vous n'avez pas porté de jugement, vous avez juste communiqué la notice de Pfizer, donc Pfizer, si c'est marqué qu'il ne faut pas vacciner les femmes enceintes, en tout cas... il y a écrit que c'est selon, en examinant les risques potentiels et les bénéfices potentiels, donc c'est clairement du cas par cas. Tout à fait. Selon l'âge, selon les comorbidités, c'est peut-être pas, voilà, il faut faire du cas par cas. Du cas par cas, et plusieurs gynécologues se sont quand même étonnés qu'on puisse, c'est quand même assez nouveau, qu'on propose aux femmes enceintes d'être injectées, puisque jusqu'à présent, on évitait quand même toute vaccination pendant la grossesse. Et malheureusement, on a des chiffres aussi tout à fait officiels sur les différents sites, que ce soit VAERS ou le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, on a des chiffres quand même avec des fausses couches dont le pourcentage étonne quand même, étonne très fortement, qui n'a jamais été à ce point élevé. En tous les cas, Christine, je sais, alors j'ai promis de rendre l'antenne, si on peut le dire comme ça, vers 20h30. On aurait beaucoup de choses à dire et je pense que vous avez encore envie de dire des choses. Donc c'est tellement important que bien sûr, continuez, Christine. C'est très important parce que là, du coup, au vu de cette analyse que j'ai faite de ces risques et donc de cette mauvaise estimation douteuse, on va dire, des résultats, là, moi, clairement, ce que j'ai mis dans mon rapport, c'est que j'ai demandé la suspension. Alors, deuxième chose, ce rapport, je l'ai rédigé à la demande au départ d'une avocate au Québec. Et il se trouve que, curieusement, cette avocate au Québec, 10 jours après avoir plaidé, doit faire une expertise psychiatrique. Incroyable, incroyable. Ouais. Voilà où on en est. Donc, évidemment, tout lien de causalité n'est pas établi, mais bon, la coïncidence quand même avec... voilà. Alors que cette femme avocate n'avait jamais eu, je ne sais pas quoi, des troubles de comportement qui auraient pu mettre le doute et qui auraient nécessité en effet une expertise psychiatrique. Mais où va-t-on? Donc c'est... merci en tout cas de ces précisions. Merci vraiment, Christine, pour ce travail remarquable. Moi, je ne peux que, on va dire, approuver quand vous dites qu'il faudrait arrêter cette vaccination, en tout cas pour le moment, suspendre et analyser beaucoup de choses. J'avais déjà fait plusieurs courriers recommandés au ministre de la Santé, à M. Salomon, qui est le directeur général de la Santé, le DGS, pour qu'en effet, il y ait une suspension. Il y avait eu AstraZeneca, il y avait eu avec des tas de problèmes cardiovasculaires extrêmement rapides. Ensuite, il y a eu des indications selon les tranches d'âge qui avaient changé, etc. Tout cela n'étant pas transparent. Le rôle modeste de la parlementaire que je suis étant d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement, il me paraissait important de leur demander de suspendre en urgence cette vaccination. Alors vraiment, votre rapport et les conclusions vont dans le même sens. J'espère en tout cas que toutes les questions que vous posez dans ce rapport, qui est vraiment très éclairant, permettront d'avancer et voilà, j'espère vraiment que le gouvernement français, de façon très raisonnable, va en effet déjà suspendre la vaccination, ne surtout pas encourager la vaccination des tout-petits, parce qu'on sait là aussi que l'envie de Pfizer est de sortir des vaccins miracles pour les bébés. On a déjà les plus jeunes entre 5 et 11 ans. Et je suis assez contente qu'en France, pour le moment, il y a très peu d'enfants, au fond, qui ont été vaccinés. Alors, je sais que si le gouvernement m'écoute, ça va les faire hurler. Mais moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, les parents ne se précipitent pas du tout pour que les tout-petits soient vaccinés. Parce que pourquoi on veut vacciner les petits? Parce qu'eux ne risquent pas grand-chose. Ils ont un risque très faible d'avoir un Covid sévère. Et les parents, éventuellement, voudraient les vacciner, puisque éventuellement, ils seraient contagieux pour les autres. Mais on sait que ça ne freine pas la transmission. Donc, il n'y a plus aucun intérêt, du coup. Il n'y a pas de critères scientifiques
qui permettent de dire oui, c'est impératif de vacciner les enfants, puisque ça ne freine pas la transmission. Vacciner, pas vacciner, ça ne freine pas la transmission. À partir de là, le risque qu'on leur fait courir, il est clairement supérieur au bénéfice, puisque dans l'essai clinique, on n'a pas une évaluation complète du risque, puisqu'on l'a que sur une durée de 3 mois. Tout à fait. Donc voilà, c'est complètement aberrant. Mais je crois, Christine, que vous parlez de science. On essaye toujours de parler de science, mais que de l'autre côté, malheureusement, ce n'est pas la science qui est mise en avant, mais c'est l'instrumentalisation aujourd'hui de cette crise sanitaire mondiale. Et avec, encore une fois, c'est devenu une arme politique et je le déplore. En tous les cas, vraiment merci. Alors, je le redis là tout à l'heure, vous serez au conseil scientifique indépendant avec de vrais scientifiques qui seront à vos côtés pour vous peut-être vous poser des questions et vous aurez plus de temps encore pour détailler tout ça. Vraiment, mille merci. Merci beaucoup. Merci. Et bravo. Bravo pour ce travail. Merci. Bah, dites donc, Martine Venner, on a appris beaucoup de choses ce soir. Christine Coton, qui a quand même un CV en béton, hein, c'est le cas de le dire. Je fais des jeux de mots, mais c'est pas fait exprès. Excellent ce jeu de mots. Oui, c'est le jeu de mots de la fin. Là, vous aviez un peu de temps pour le préparer, Steve. Mais non, c'est de l'improvisation totale. En fait, j'ai vu très rapidement son CV. C'est quand même quelqu'un qui a fait 500 essais cliniques. Oui, j'ai vu la méthodologie. Il y a 110 pages. C'est extrêmement bien détaillé. Alors, je suis pas scientifique évidemment, hein, mais les conclusions, on les a entendues. C'est un vrai scandale. Je voudrais remercier la technique ce soir. On a eu quelques petits soucis nouveaux sur Facebook. Alors, Marc Montagne de Sucre, j'aime bien l'appeler comme ça, moi, parce que Zuckerberg, j'aime pas trop. Il veut partir de l'Europe, hein, je crois. Il a décidé de quitter l'Europe. Peut-être qu'il nous a fait un petit tour ce soir. On a eu quelques soucis. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler de dossiers, de sujets fâcheux. En tout cas, pas fâcheux pour les citoyens qui nous suivent, qui aiment bien retrouver les lives du jeudi soir, mais en tout cas... fâcheux pour Montagne de Sucre, oui, c'est pas mal. Montagne de Sucre, oui, je suis de nouveau, moi, censuré, j'ai de nouveau pris 30 jours, j'ai l'habitude maintenant. Donc, en tout cas, j'espère qu'on a pu suivre quand même ce live. Oui, il a été suivi sur YouTube, Twitch, Twitter, Odyssée. Je remercie à Angelo qui a mis les liens sur Facebook, justement, pour diriger les internautes, les spectateurs sur les autres plateformes. De toute façon, ce sera en replay. Je remercie Dominique, Jean et Philippe du côté de la régie. Merci à vous, Martine Venner. Et merci à vous, Steve. Et on se donne rendez-vous dans une semaine. Absolument, dans une semaine. Bonne soirée. Bonsoir.